En guerre au Mali, stopper la menace terroriste puis libérer le nord du pays, ce sont les mots choisis et les objectifs affichés par le gouvernement et le président de la République. En 3 semaines, militaires français et maliens ont repoussé les groupes islamistes armés à l'extrême nord du Mali. Depuis quelques jours, les djihadistes ont choisi de disparaître dans le désert et les montagnes. Mais de cette guerre, jusqu'à présent, très peu d'images. Alors, pour comprendre comment Paris conduit cette intervention, les équipes d'envoyés spéciaux ont obtenu de vous raconter cette opération de l'intérieur. Durant 3 semaines, nous avons pu suivre le ministre de la Défense et sa chaîne de commandement jusqu'à Tombouctou. Nous avons décrypté cette communication si particulière en temps de crise jusqu'au bureau du président de la République. Un reportage signé Anouk Burel, Pierre-Jean Perrin, Alexandra Degnaud, Jean-Marc Nouknouk et Annie-Claude Becquet. Anouk Burel rejoindra Guylaine sur ce plateau. Dans une guerre, il y a des jours plus symboliques que d'autres pour ceux qui la font. Nous sommes au palais de l'Élysée, lundi dernier, le 28 janvier. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a rendez-vous avec le président pour un entretien privé. Il a le sourire. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Il a fini là. Il a fini. Ah non, pas fini. Ce matin, avant le Conseil de défense, il vient lui confirmer une nouvelle importante. La ville de Tombouctou est tombée, on a fait des parachutages cette nuit et les forces françaises et maliennes tiennent Tombouctou. Et vous venez lui annoncer? Je lui ai déjà prévenu ce matin, cette nuit. C'était à quelle heure dans la nuit? C'était vers 5 heures. Vous l'avez appelé à 5 heures du matin? Je l'ai appelé à 6 heures, j'ai quand même respecté un peu de sommeil. Des nuits sans sommeil, ils ont dû en vivre quelques-unes depuis l'entrée en guerre de la France au Mali, il y a 3 semaines. Les deux hommes se connaissent bien, ils sont amis depuis 30 ans. Jean-Yves Le Drian fait partie du cercle fermé des hommes de confiance du président. C'est le mouvement, c'est la vitesse. Entre eux, pas de vouvoiement. Oui. La proximité est à la fois politique et personnelle. Très bien. Bon, bah, tu féliciteras aussi les militaires. Hein, donc, Non, Oui, je trouve. la manœuvre était bonne. Malgré Oui. Et leur sourire à peine retenu devant la caméra Oui, mais... ont du mal à cacher leur fierté à cet instant. Juste. C'est une bonne nouvelle. Oui, même si on sait qu'il y a des hommes qui risquent leur vie et que chaque ordre qui est donné est forcément une prise de responsabilité. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Maliens. La preuve, c'est qu'ils accueillent les forces du Mali, leur pays, mais aussi les forces françaises, avec enthousiasme et avec joie. Ce qui est quand même un beau résultat, d'être regardés comme des libérateurs. Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian s'y préparait depuis longtemps. Ministre de la guerre, comme on disait autrefois, c'est pourtant un rôle auquel il ne s'attendait pas. Depuis 3 semaines, il est en première ligne sur tous les fronts, le terrain, mais aussi la communication. À commencer par cette image d'un président dont il nous dit qu'il aurait revêtu le costume de chef de guerre. Il est très exigeant, il a raison. Il est très vigilant sur la mise en œuvre, il est très exigeant sur la manière dont on le fait. Il est dans son rôle, hein. C'est le chef des armées, il engage la France. Donc moi je suis un soldat dans ce dispositif. Un soldat qui devra assumer les victoires, mais aussi les échecs de cette opération. Alors pourquoi et comment le ministre a-t-il choisi de communiquer lui-même sur cette guerre? Que décide-t-il de dire ou de taire? Nous avons passé 3 semaines à Paris et au Mali dans les coulisses du pouvoir et des opérations militaires. Le jour n'est pas levé et la nuit a été courte. Nous sommes le jeudi 17 janvier. Nous avons rendez-vous à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense. Derrière ces murs se tient une réunion de guerre, la réunion Serval, du nom de l'opération. C'est ici que se déterminent secrètement les objectifs militaires, quasiment en temps réel, toutes les 5 heures. Nous sommes autorisés à filmer pendant quelques minutes.
Autour de la table, il y a le directeur de cabinet du ministre, Cédric Lewandowski. Face à lui, le général Didier Castres, l'adjoint en charge des opérations sur le terrain. Il y a aussi des représentants des renseignements, des forces spéciales et tous les conseillers de cette opération. Nous y apprenons qu'ils suivent le moindre déplacement des véhicules ennemis. Passé depuis Gao vers Ansongo, puis vers Ménaka, c'est-à-dire la prise en compte par ces gens-là de la frontière nigérienne et d'éventuels mouvements nigériens dans la zone. Ils suivent aussi les chefs djihadistes à la trace. Pour des raisons de sécurité, nous avons caché leur nom dans la conversation. L'autorité, nous avons un petit peu retrouvé qui se balade autour de qui serait susceptible de redescendre plus au sud. Oui. Le ministre travaille dans le bureau d'à côté. Est-ce que je confirme bien qu'il y a les premières unités du Tchad qui sont arrivées au Niger? C'est ça, une centaine de combattants. Combien? Une compagnie, une centaine de Tchadiens qui sont arrivés. Ils sont arrivés hier soir? Oui. D'accord. Il va faire le point par téléphone avec le président dans 5 minutes. Il nous est demandé de ne pas le déranger. Son directeur de cabinet va lui faire une synthèse de la réunion, notamment le point sur les combats de la veille. Ce matin, le ministre n'a qu'un bref instant à lui accorder. Je vais appeler mon collègue algérien dans peu de temps. 10 minutes. Ouais. Sur les combats de la nuit, donc essentiellement concentrés autour de Konna, on est très clairement confronté à une vraie résistance. Les combats ont duré jusqu'à peu près 22 heures hier soir. On déplore un mort malien. Ça, c'est au sud de Konna. Ça, c'est au sud de Konna. Ouais. Du côté de clairement, il y a un renforcement des troupes, comme on l'a constaté hier, c'est-à-dire de descente de pick-up vers. Ils ont prévu de faire de une ville symbole, c'est évident. Au 6e jour des opérations, la prise d'otages en Algérie fait monter la tension. Qui permettra de riposter. On s'était mis dans l'idée d'attendre, d'anticiper des événements très graves. Donc ça fait des chocs à chaque fois. Et il faut les gérer dans le calme. Pour rester très calme et serein. Même si c'est pas facile tout le temps, mais sinon on peut faire des bêtises. Mais la guerre n'est pas qu'une affaire de réunion au ministère. Toutes les options stratégiques définies ici doivent être validées par le président de la République. Ces options, c'est ici qu'elles ont été élaborées depuis des mois et qu'elles vont être appliquées dans les sous-sols de l'état-major des armées. Voici l'amiral Guillot, chef d'état-major des armées, conseiller du président. C'est lui qui dirige les opérations. C'est sa 4e guerre. Nous le suivons au centre de commandement Serval, une salle qui donne un aperçu global du conflit au Mali. Ici, c'est la guerre, en direct. Ici, vous avez le drone, absolument, en temps réel, à l'instant. C'est vraiment ce qu'il voit, il est en altitude. Et par exemple, pour l'assaut sur Gao, de nuit, ou sur Tombouctou, c'était là qu'on avait les images absolument en direct. Une trentaine de militaires, mais aussi des hommes des renseignements et des forces spéciales, travaillent ici jour et nuit depuis 3 semaines. Les conflits modernes, nous disent-ils, ne connaissent pas de répit. Ils disposent également des images des frappes aériennes françaises, car c'est l'aviation et les forces spéciales qui font la guerre en première ligne dans ce conflit. Je vais vous montrer une vidéo de ce que nous avons fait il y a 2 jours, qui est sur la route de l'aéroport de Tombouctou. Il y a une caserne, vous regardez l'écran, vous avez la mire un peu qu'a le pilote. Et on va bombarder cette caserne parce qu'on sait qu'elle est utilisée par les gens d'Al-Qaïda au Maghreb islamique comme centre de commandement. Et est-ce que vous avez aussi des images des combats des forces spéciales ? Non, nous n'avons pas d'image des combats de forces spéciales. Alors là, pour le coup, on n'en a pas. Je peux même pas vous dire que je refuse de vous les donner, mais nous n'en avons pas. Ces hommes restent en contact permanent avec les généraux chargés des opérations au Mali. Capitaine de vaisseau. Respect, mon général.
Voilà, je vous appelle pour faire un petit point de situation. À l'autre bout du fil, le général français qui dirige les opérations sur le terrain. Depuis une semaine, nous suivons l'avancée d'une partie de ses troupes, sur le théâtre des opérations, comme disent les militaires. Nous avons embarqué dans une colonne de ravitaillement vers une destination inconnue. À sa tête, un colonel dont nous devons taire le nom. Ce soir-là, il reçoit un ordre précis qu'il ne nous dit pas, l'ordre de monter sur Tombouctou. C'était il y a une semaine. Seul dans la confidence, alors, une poignée d'officiers présents à cette réunion. Elle va durer 6 heures. Nous sommes autorisés à les filmer pendant quelques minutes à peine. Mais bien sûr, devant la caméra, les cartes opérationnelles sont repliées, les ordinateurs bloqués. Il ne reste qu'une carte routière sur la table. Les terroristes sont descendus jusqu'à cette ligne. Là, c'est à ce moment-là que la France est intervenue. On est arrivé sur Bamako et rapidement on a pu se déployer pour monter jusqu'à Diabali et reprendre Diabali. Donc maintenant il vous reste une zone assez vaste à reconquérir, comme vous disiez. Il reste au Mali à reconquérir cette zone, effectivement. Et c'est à lui de reconquérir sa souveraineté. Nous sommes là pour les aider et leur apporter notre aide là où ils n'ont pas nécessairement les compétences. Et je pense notamment à tout ce qui est frappe aérienne. D'accord. Et terrestre Et terrestre. En déploiement terrestre. En déploiement terrestre, on a des capacités de feu que eux n'ont plus. Et c'est pour ça qu'on les accompagne. Les autres hommes ne connaissent pas la destination finale. Ils ne sont briefés que sur l'organisation du convoi, avec une consigne, restez groupés. Gardez bien les véhicules devant vous en visu, parce que hier il y a des mecs qui ont pris 300, 400, 500 mètres. On s'est retrouvé avec un convoi étalé sur je sais pas combien. Faites bien vos niveaux quand même avant de vous barrer. Niveau de flotte surtout, on ne soit pas comme des cons sur la route à cause de ça. Et après à la disposition d'adjudant chef pour l'articulation de la rame. Ok ? En quelques semaines, la France a envoyé au Mali autant d'hommes qu'en 10 ans en Afghanistan. Un déploiement rapide, il y a 3500 soldats français à ce jour sur le terrain. Mais ici, il faut faire avec le désert malien. Les camions de ravitaillement avec les tonnes de rations, de munitions et de carburant, sans sable parfois sur la piste. Vous allez s'en sortir comme ça ? J'espère. Alors à nouveau, il faut des consignes. Ne donnez pas de grands coups de volant. Vous restez le plus droit possible, sans perte de vitesse. Si vous sentez que votre camion commence à partir, s'il saute une fois, 2 fois, vous arrêtez. Marche arrière. D'accord ? En marche arrière, si ça marche pas, vous arrêtez. Sinon, et dernière question, vous avez bien dégonflé vos pneus ? C'est bon ? Ok, ça marche. Allez au véhicule, on y va. Pour rattraper le retard, les soldats vont devoir dormir très peu. Ils ne connaissent toujours pas leur destination, ne savent pas qu'ils ont 1000 kilomètres à faire. Et c'est à l'arrière de ce convoi que nous sommes positionnés avec d'autres journalistes pour des questions de sécurité. Mais ce que nous n'avions pas encore vu, c'est qu'en tête de ce convoi, devant les Français, il y a une unité malienne. Ce sont eux qui vont entrer en premier dans les villes. Et à cet endroit, une nouvelle unité malienne rejoint à son tour la colonne française. Super ce qu'on a vu aujourd'hui. Certains de ces soldats avaient fui devant l'avancée des djihadistes. Nouveau briefing commun. Les Français tiennent à ce que les Maliens libèrent officiellement les villes et fassent ce qu'ils appellent le fouillage. C'est vous qui rentrez dans les villes en premier ? Oui, nous sommes rentrés en ville en premier. En premier. Et on a fait le fouillage. Combien de personnes sont rentrées en ville ? Combien de personnes de l'armée malienne ? Non, bon, ça c'est tout à fait secret. Pourquoi mais non ? Non, parce que nous les militaires, il y a certaines choses, il ne faut pas le dire publiquement. Vous étiez une quarantaine ? Bon, un point d'interrogation.
C'est seulement ici que nous comprenons que l'objectif de cette colonne de soldats, c'est la prise de Tombouctou. Tu viens avec moi? Oui, on va avec lui. Okay. Je te lance le top départ sur le Motorola. Ok, tout de suite. Ouais. En fait, des parachutistes ont été envoyés, soutenus par des blindés. Les hélicoptères ont vérifié l'absence de mouvements suspects et le feu vert a été donné. Vous allez à Tombouctou? Oui. Ah, on est ensemble. Ouais. Comment les autorités relayent-elles ces informations? Communiquer, sans trop en dire, c'est l'exercice périlleux d'un ministre en temps de guerre. Que faut-il dire et que faut-il taire? Depuis 3 semaines, Jean-Yves Le Drian force un peu sa nature. C'est un homme politique discret, peu connu des Français. Sauf en Bretagne et à Lorient, sa ville natale, il y a fait toute sa carrière politique. Je vais préparer les affaires. Ah bah là, mon portable, je l'ai, monsieur. Ah. De passage dans la région, il ne manque pas les vœux de son ami le maire de Lorient. Et ici, les gens ne sont pas avares de commentaires. Salut toi. Petit Jean-Yves, ça va? Bonne année. Merci. Bonne année. Merci à toi. Mais je te vois tous les jours. On te voit tous les jours à la télé maintenant. Hein? J'espère que ça va pas durer. En même temps, j'ai quand même quelques inquiétudes sur la durée. Hein. On va voir. Ça serait bien aussi que quelques Européens nous rejoignent. Hein? C'est en bonne voie? Mais même ici, pas de confidence. Juste une image, celle où il reprend son souffle avec une cigarette, loin de ses communicants. Ça se passe bien là? C'est un dur combat, mais ça va. Ça va. L'heure actuelle, ça va. Okay. Et ça vous fait du bien de prendre un peu l'air breton pendant cette crise malienne? Oui, ça régénère un peu les... Je n'ai pas encore eu le temps de me rendre compte parce que je viens d'arriver. Mais ça va faire du bien de passer une soirée ici. Les événements lui laisseront peu de répit. Dans la soirée, il va s'isoler plusieurs fois pour des appels confidentiels à son directeur de cabinet, à Laurent Fabius. Il ne nous le dira pas, mais un otage français est mort en Algérie. Le lendemain matin, nous le retrouvons en bord de mer dans son café favori. Une semaine après le début des frappes aériennes françaises, il n'y a toujours aucune image de la guerre au Mali dans la presse du matin. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Bonjour messieurs, dames. Je vais prendre un petit café. Oui, dame. Oui, il y a une table. Sur le terrain, les journalistes sont tous retenus à l'arrière. Il leur est interdit d'avancer, les routes sont barrées par l'armée. Et le ministre revendique cette façon de faire. On manque quand même d'images de cette guerre. On ne va pas faire exprès des carnages pour satisfaire la télévision. Évidemment, c'est parce qu'on... non, il faut être très lucide. C'est pas le Game Boy, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne joue pas à la guerre comme ça pour montrer aux gens en permanence, je tape ici, je tape là, c'est pas ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Donc il y a des précautions majeures à prendre. La preuve, la situation algérienne. Donc nous sommes très précautionneux, y compris des conditions de fonctionnement des journalistes. Ça peut être... tout est possible. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont mécontents de ne pas pouvoir aller au front. Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, qu'ils continuent à être mécontents. Parce que je préfère qu'ils soient mécontents de ne pas pouvoir aller au front plutôt que leur famille soit mécontente quand ils seront en vie. Parce que c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Merci beaucoup. Bon, à la prochaine. Hein. Oui, avec plaisir toujours. Bon, salut au chef. Hein. Mais les autorités françaises vont donner une image de la guerre, la leur. Elles nous fourniront les premières vidéos officielles des frappes aériennes 2 semaines après le début du conflit, le 24 janvier. 2 images. Objectif, montrer la précision et la puissance de l'armée. Le même jour, des photos des renseignements occidentaux filtrent dans la presse. On y voit un groupe lourdement armé sur un pick-up, des chars ennemis vus par satellite, et un combattant avec un missile solaire. Une façon de prouver que cet adversaire que l'on ne voit jamais est bien réel et dangereux. Mais que peut-on voir de cette guerre sur le terrain ?
Ce sont souvent les mêmes scènes de liesse, ici à 200 km de Tombouctou. Les habitants acclament les pick-up des journalistes, car les blindés français sont passés depuis longtemps sans s'arrêter. Et le seul militaire que les habitants peuvent fêter, c'est l'officier qui accompagne la presse. Ça, c'est souvenir France-Mali. Bon accueil. Voilà, vers là. Ça vous touche? Allez. Oui, oui, bah oui, avec tous les drapeaux français, c'est sûr. C'est sûr que c'est agréable de se recevoir comme ça. La foule efface les slogans laissés par les djihadistes. Ce sont d'ailleurs les habitants, plus que les militaires, qui constituent notre principale source d'information sur les combats. Ou plutôt sur l'absence de combats au sol lorsque les soldats maliens sont entrés, comme dans cette ville, Lieré. Ils avaient l'air d'être inquiets, très... Bon, ils n'avaient aucune inquiétude, parce qu'ils ont trouvé que la ville est vide. C'est ça. Mais les gens sont tous partis. Est-ce qu'il y a eu des frappes aériennes? Les camps de garde. Le camp. Qu'est-ce que c'est ce camp? Les camps, c'était le camp de garde pour les gardes maliens, c'est leur coin quoi. C'est un camp militaire? Un camp militaire. Ce sont les frappes aériennes qui ont provoqué la fuite des djihadistes. Y a-t-il eu des victimes? Impossible de le savoir ou d'avoir un bilan. Le risque maintenant, ce sont les règlements de compte envers les sympathisants des djihadistes. Y a-t-il déjà eu des exactions entre Maliens? Ce jour-là, les soldats nous disent que c'est faux et pour le prouver, ils exhibent devant nous un prisonnier. C'est le seul que nous verrons en une semaine depuis Bamako jusqu'à l'approche de Tombouctou. C'est un homme âgé accusé d'être un policier chargé d'appliquer la charia quand les djihadistes occupaient la ville. C'est notre unité qui a trouvé ces messieurs à Léré hier vers 11h quand on est rentré là-bas. Et comment vous savez que ce monsieur appliquait la charia? Parce qu'on lui a retrouvé avec des munitions, des armements, et ça c'est la tenue qu'ils portent là-bas. Parce qu'ils se font les applicateurs de la loi là-bas, donc ils se mettent en uniforme. Ça c'est leur uniforme comme ça, on l'a pris comme ça. C'est pas vrai? C'est pas moi. Des enfants nous ont confirmé que c'est vous qui étiez le fouetteur. Ça c'est qu'il a veut dire, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce monsieur? On va l'envoyer à Bamako, puis on va lui remettre à la justice. Et qu'est-ce que vous pensez des rumeurs d'exactions qui pèsent sur l'armée? Non, nous on ne fait pas l'exécution. Ce n'est pas de notre devoir. On prend quelqu'un qui est armé, qui n'a pas voulu laisser l'arme comme lui. C'est pour ça que vous nous le montrez aussi aujourd'hui, ce prisonnier? C'est pour que le monde entier puisse assister à ça. Mais le problème semble suffisamment pris au sérieux pour que le commandement français ait tenu à mettre les choses au clair. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Pour l'instant, on n'a pas assisté à ça, à l'exaction. Bon, je ne suis pas spécialement inquiet parce que j'ai donné, moi, personnellement, des consignes très strictes à l'ensemble de ma force et j'y ai associé aussi les forces maliennes qui travaillent avec moi. Et depuis que nous sommes ensemble, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. La seule ville où nous pourrons entrer avec les militaires sera Tombouctou. Avant d'investir la cité, le général qui commande l'opération Serval demande à un colonel malien d'effectuer des reconnaissances en ville. Les militaires craignent des voitures piégées et des tireurs isolés. Notre priorité, c'est déjà de dégager la piste et de savoir ce qui se passe en ville. Et ensuite, on va sécuriser cette zone qui, pour l'instant, pour moi, est une zone d'insécurité. Absolument, voilà, donc je compte sur vous. Attention d'être toujours bien distinct et vu des troupes françaises, puisque des hommes en pick-up avec de l'armement, ça peut être considéré comme de l'ennemi par tous les Français qui sont autour. Ah bien, mon général. Voilà. Allez. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, mon général. Allez, écoutez, moi je suis ici, le PC du GTA il est juste pas très loin. Et quand vous êtes prêts, et quand vous avez des échéances, vous me le dites et à ce moment-là on se refait un point entre nous. Ah bien, mon général. On va aller rassembler. D'accord, rassemblez-les puis on se revoit tout à l'heure. Rien. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. En une semaine, jamais nous n'aurons vu un combat, une victime ou une présence ennemie dans ce qui nous est montré de cette guerre au Mali. Alors comment Jean-Yves Le Drian a-t-il parlé de cette guerre aux Français? Quels sont les mots qui ont été choisis? Aujourd'hui,
Nous avons pu assister à une réunion de préparation de la première conférence de presse du ministre, au tout début des opérations. Ce sont les dernières relectures avant le discours officiel. Et au moment où je vous parle, nous poursuivons les parrainages. Ok. Les forces maliennes sont sorties éprouver des combats. Nous sommes face à un... Ça va. Autour de la table, les conseillers du ministre. Ils pèsent le poids de chaque mot. Donc je décline tout ça, vous pensez que ça ne va pas les emmerder? Bon. L'Union européenne est mobilisée, c'est un peu gonflé de ma part, mais... Non, puisqu'il y a un conseil affaires étrangères qui va prendre des décisions. Ouais, exact. Je vous rappelle que la donne a changé. Ouais. Voilà, c'est ça. L'agression caractérisée des terroristes. Les formules sont calibrées. Et lorsqu'il s'agit de nommer l'adversaire, les conseillers se montrent très prudents. Voilà. Ils n'emploient jamais le terme d'islamiste pour ne pas, disent-ils, stigmatiser et heurter les musulmans. Il faut être extrêmement vigilant sur l'emploi du terme qui est posé à tel ou tel moment pour éviter qu'il y ait des interprétations qui ne sont pas justes. Par exemple, quel mot pourrait être mal interprété? Par exemple, je dis régulièrement groupe de terroristes. Et je ne laisse pas le mot terroriste. Je dis groupe de terroristes, parce qu'on est en présence de 3 groupes terroristes bien organisés. Il faut qu'à chaque fois bien ciblé, bien identifié. Je donne cet exemple-là parce qu'il me vient à l'esprit tout de suite. Mais chaque mot, c'est pareil. Et c'est à la radio que nous allons voir comment le ministre applique ses conseils. Ce matin-là, selon un sondage, 75% des Français approuveraient l'intervention française au Mali. C'est le journaliste politique Jean-Michel Apathy qui reçoit le ministre. Vous avez des journées très particulières dans une vie, c'est ce que vous vivez? Oui. Ah oui. C'est curieux ça. D'abord, quand on a une vie politique, on n'est pas obligatoirement ministre de la Défense, et quand on est ministre de la Défense, on n'est pas obligatoirement en fait situation aussi difficile. L'interview va commencer. Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, ministre de la Guerre au Mali. Bonjour, Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Peut-on me dire au 6e jour de la guerre que l'armée française mène au Mali que leurs adversaires, les islamistes radicaux, sont... Islamistes radicaux, voilà ce que dit le journaliste. Mais écoutez la réponse du ministre, il va rectifier l'expression. Il y avait une opération, une offensive forte de groupes terroristes vraiment déterminés à descendre sur Mopti. Le ministre tient la ligne définie avec ses conseillers. Sur Bamako, il fallait bloquer immédiatement. Merci de votre venue. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Une ligne qui va pourtant varier au fil des jours et des événements. Nous le retrouvons le dimanche 20 janvier. Il est 18h. Le ministre a rendez-vous pour une longue interview politique en direct à la télévision. Nous sommes 9 jours après le début du conflit. Le bilan provisoire de la prise d'otages en Algérie est très lourd. Voilà, merci. Merci. Ce jour-là, le ministre ne fera plus de distinction entre les différents groupes armés du Mali. Écoutez son discours. Les terroristes qui, contre les Algériens, contre le Mali, contre nos forces en Somalie, à la limite en Afghanistan, c'est la même volonté. C'est le chantage pour imposer un ordre international autour de la djihad. Là où il faut taper net, c'est sur le fondamentalisme qui a pour vocation, qui se donne pour vocation de répandre la guerre sainte ailleurs. Un langage martial, décomplexé. La guerre contre le terrorisme, c'était le terme utilisé par l'administration de George Bush après le 11 septembre. Un terme banni par le président Obama et maintenant repris par les autorités françaises. Mais alors pourquoi vous dites guerre contre le terrorisme? Guerre contre le terrorisme, parce que le terrorisme mérite la guerre, et contre des groupes qui n'ont pour seul objectif que, là, dans l'immédiat,
c'était de saborder l'État malien, et puis ensuite de prolonger leurs actions chez nous. Et on ne peut pas comparer ça à la guerre contre la terreur de George Bush. On n'est pas du tout dans la même logique. Il faut que je réponde parce que je crois que... Pas la même logique, mais un vocabulaire proche. Mais au ministère, ce jour-là, c'est l'avenir du conflit qui est en question. Sur quel soutien le Mali peut-il compter? Les forces africaines sont-elles prêtes à prendre le relais? Le ministre va faire le point avec son homologue sénégalais. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va très bien. Je voulais savoir si tout se déroulait bien de votre côté. D'abord, il y a les 250 bataillons de l'artillerie et du génie qui sont prêts à embarquer parce qu'on a donc fait la commande pour les véhicules. Vous êtes prêts à embarquer les 250? Oui, non, dès qu'on aura donc les munitions oui. et les équipements. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est un soutien très, très significatif. Et je voulais aussi vous remercier des facilités que vous nous accordez à l'aéroport de Dakar pour nos mouvements aériens. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est vous qui avez fait un geste très important pour le Sénégal et très important pour l'Afrique. Les forces africaines se mobilisent, mais cela va prendre du temps. Quant à l'Europe, elle va assurer un soutien logistique. Aucun autre pays que la France n'enverra de soldats sur le front des opérations. Combien de temps la France restera-t-elle engagée au Mali? Et est-il seulement possible de traquer cet invisible ennemi sur un territoire grand comme la France et la Belgique? Au 21e jour du conflit, la guerre au Mali a fait officiellement un mort, un pilote de l'armée française. Impossible à ce jour d'avoir un bilan des victimes, qu'elles soient civiles, militaires ou djihadistes. Anouk, vous avez tourné à Paris quand Alexandra Degnaud et Jean-Marc Nouknouk étaient au Mali. Alors, première question, comment se fait-il que nous n'ayons pas aujourd'hui de bilan des victimes 3 semaines après le début du conflit? Le seul bilan officiel qu'on ait aujourd'hui, c'est le bilan du ministère de la Défense, donc des autorités françaises. Ce bilan de l'armée française fait état d'un mort, comme on le disait dans le reportage, qui est le chef de bataillon Damien Boiteux, qui était pilote d'hélicoptère et qui est mort au premier jour des combats. C'est le seul mort dans les rangs de l'armée française. En ce qui concerne l'armée malienne, nous n'avons que des estimations. On nous parle de dizaines de morts dans les rangs de l'armée malienne, sans plus de précision. Des soldats donc, qui seraient morts surtout dans la bataille de Konna. Qui a eu lieu le 10 janvier. Exactement. Et côté djihadistes? Du côté des djihadistes, évidemment, les djihadistes ne communiquent pas leur bilan. Les seules informations que l'on ait, ce sont les informations, encore une fois, des autorités françaises, qui parlent de plusieurs centaines de morts, à peu près 200 morts du côté djihadiste. Ce qui représente à peu près 10% de leurs effectifs estimés à 2000-2500. Voilà, encore une fois, ces chiffres ne sont pas très précis pour la simple et bonne raison que les autorités françaises estiment que la plupart des djihadistes sont morts à la suite des frappes aériennes et lorsque ils tapent une cible, ils bombardent une cible, une caserne ou un lieu quelconque, ils ne savent pas combien de personnes sont exactement à l'intérieur. Alors Anouk, vous avez pu tourner des images rares au ministère de la Défense et à l'état-major des armées. Le grand absent de cette chaîne de commandement, c'est l'Élysée. Alors ils n'ont pas souhaité apparaître dans ce reportage. Pourquoi ? On leur avait demandé, on aurait aimé effectivement faire cette crise malienne de l'intérieur, vue du ministère de la Défense et vue de l'Élysée. Et de l'état-major des armées. Évidemment. L'Élysée a refusé en nous expliquant qu'il ne souhaitait pas mettre en scène le président dans cet exercice difficile qui est la guerre. Donc c'est une manière de communiquer, le fait de ne pas vouloir effectivement laisser entrer des caméras. En tout cas, ça n'a pas été possible. Les seules images que nous ayons de l'Élysée à l'intérieur de cette crise malienne, ce sont des photos officielles. Ils nous ont fourni 3 photos officielles
ce qu'on appelle le Conseil de défense, qui est le lieu de décision centrale de cette guerre. Et que l'on voit justement en ce moment. Tout à fait, donc c'est le président effectivement qui prend les décisions. Qui est chef des armées. Et il y a dans ces réunions un personnage très important que nous n'avons pas pu filmer non plus, qui s'appelle le général Benoît Puga, qui est le chef d'état-major particulier du président, c'est-à-dire que c'est lui qui conseille le président sur les options à prendre pour ces opérations Les options qui militaires. sont présentées par l'état-major des armées, émissaire de la défense. Tout à fait. D'ailleurs, le chef d'état-major des armées, l'amiral Guillot, ainsi que le général Puga, donc qui conseille directement le président, étaient déjà présents sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il y a une forme de continuité aussi dans l'exercice du pouvoir. Alors Anouk, la première phase de cette opération au Mali est terminée. Quelles sont les phases à venir maintenant ? La seconde phase, qui est en cours, est la phase de relais, ce que les autorités françaises appellent la phase de relais, c'est-à-dire qu'ils aimeraient passer le relais à la MISMA, c'est-à-dire la force africaine qui se mobilise donc pour aider l'armée malienne. Ça, c'est une phase en cours, ça va être assez long. Mais la prochaine étape qui est compliquée, ce sera d'aller chercher ces groupes djihadistes dans le nord du pays. J'en ai parlé avec l'amiral Guillot, donc le chef d'état-major des armées. Il me disait qu'effectivement cette mission, cette phase de la mission serait très complexe dans ce désert malien, puisqu'on peut tout à fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, se cacher derrière une dune. C'est assez compliqué comme terrain. Une sorte de mission impossible. Merci Anouk. Merci à vous.